Bonjour tout le monde, je me présente, donc c'est Dr Rouichi, je suis maître assistante en pédopsychiatrie à l'EHS Mahfoud Boussebsi de Cheraga. On abordera ensemble aujourd'hui les troubles psychiatriques chez l'enfant et l'adolescent, c'est-à-dire qu'on traitera des troubles spécifiques, des troubles mentaux spécifiques de l'enfant et de l'adolescent. Nos objectifs seront comme suit. Décrire les étapes du développement psychomoteur et affectif de l'enfant, reconnaître les signes évocateurs des troubles du développement chez le jeune enfant, c'est-à-dire qu'on va prendre soin de distinguer ce qui est normal et ce qui est pathologique. On essaiera aussi d'identifier la triade symptomatique du trouble autistique ou des TSA, donc des troubles du spectre autistique. Et vers la fin, donc, on va essayer de voir les troubles mentaux spécifiques à chaque tranche d'âge, la petite enfance, l'enfant d'âge scolaire et l'adolescent. Notre plan du cours sera comme suit. Donc, le développement psychomoteur du nourrisson et de l'enfant, ainsi que ses troubles. Donc, on verra ensemble le sommeil et ses troubles, l'alimentation et ses troubles, le contrôle sphinctérien et ses troubles, la psychomotricité et ses troubles, le langage et ses troubles, et l'intelligence et ses troubles, ainsi que l'installation précoce de la relation parent-enfant et son importance. En deuxième lieu, on évoquera les troubles du spectre autistique, et en dernier, donc, on verra les troubles du comportement de l'adolescent. Alors, comme introduction, donc l'enfance est définie par le dictionnaire Larousse comme une période de la vie humaine qui va de la naissance à l'adolescence. En fait, l'enfance est une période d'intenses changements. Donc ces changements affectent le développement physique, c'est-à-dire les habiletés motrices, mais également le cerveau, la cognition, le langage, la capacité à communiquer, les apprentissages, les émotions et leur gestion, les relations sociales et la santé, la santé en général. L'adolescence est définie par l'OMS comme la période de croissance et de développement humain qui se situe entre l'enfance et l'âge adulte, entre les âges de 10 et 19 ans. Le repérage et la prise en charge des troubles psychiatriques chez l'enfant et l'adolescent ont connu depuis quelques années d'indéniables progrès. Mais malgré cela, ces troubles sont trop souvent mal connus et diagnostiqués tardivement. Pourtant, la prévention reste particulièrement cruciale dans l'approche de ces problèmes. En effet, donc le repérage précoce de certaines pathologies peut aboutir à des résultats positifs, voire exceptionnels en termes d'atténuation des troubles, mais aussi en termes d'intégration sociale et scolaire. Donc, dans le tableau T1, qui est un rapport établi par une expertise collective de l'INSERM en 2002 en France, donc, donne par tranche d'âge la population des enfants et des adolescents donc en France souffrant de ces pathologies. Donc, on peut noter selon l'importance de la population concernée, donc les pathologies les plus fréquentes sont donc nous avons en premier donc les troubles anxieux qui peuvent s'exprimer de différentes façons par des soucis excessifs concernant des résultats scolaires, des troubles du sommeil, de la mémoire, des attaques de panique, des phobies sociales. Ils débutent entre 6 et 12 ans donc, et leur prévalence est de 1% de 13 à 18 ans et de 0,15% de 8-12 ans. La deuxième pathologie la plus fréquente dans ce rapport, donc, c'est bien l'hyperactivité, d'accord, donc qui est un diagnostic qui est d'abord clinique, d'accord, donc qui repose sur la mise en évidence de 3 types de manifestations, une hyperactivité motrice, des troubles de l'attention et de l'impulsivité. Donc, troisième pathologie la plus fréquente dans cette tranche de la population, on va dire, donc, est la dépression. Donc, et on voit à travers les chiffres que c'est plus l'apanage du grand adolescent, donc à partir de 15 ans, mais il ne faut pas oublier qu'elle existe aussi chez l'enfant ainsi que chez le nourrisson.
Donc vous voyez à travers ce rapport que les troubles ou la pathologie mentale existent bel et bien chez l'enfant et l'adolescent. D'où l'importance du repérage et de la prise en charge précoce de ces troubles. De l'environnement. Pour affirmer qu'un enfant se développe normalement est d'une grande importance. Cela permet de rassurer les parents, le plus souvent dans les cas contraires, cela permet une prise en charge précoce de l'enfant et de sa famille. Pour cela, il est nécessaire de connaître les grandes étapes du développement psychomoteur. Donc les étapes chronologiques varient largement d'un enfant à l'autre. Cette grande variabilité, elle va s'expliquer par des facteurs génétiques et des facteurs environnementaux. Sauf tableau évident, donc il faut évaluer le développement psychomoteur et son évolution sur plusieurs étapes bien sûr, plusieurs séances. Avant toute évaluation, donc il faut faire une bonne anamnèse donc avec les parents de l'enfant. Donc il faut connaître l'histoire de l'enfant, ses antécédents personnels et familiaux, les maladies héréditaires, une consanguinité. Le déroulement de la grossesse doit être aussi, on va s'attarder sur cet élément qui est très important. Donc, est-ce qu'il y a eu des maladies durant cette période? Est-ce qu'il y a eu des prises de médicaments, de toxiques comme l'alcool et la drogue? Est-ce qu'il y a eu une prématurité, une hypotrophie? Donc les modalités de l'accouchement avec l'Apgar, la période périnatale ou néonatale, les maladies, les otites, les convulsions. Et le milieu de vie, bien sûr, de l'enfant est très important. Donc l'environnement de l'enfant est important. Situation des parents et le niveau de stimulation de l'environnement vis-à-vis de cet enfant. Donc, on va s'attarder à observer aussi l'enfant dans les bras de ses parents ou jouant spontanément. Ainsi, on observera les interactions enfant-parent. Donc, toute altération de l'une de ces fonctions retentit nécessairement sur l'ensemble du développement. Par exemple, un trouble de la motricité aura des répercussions sur le développement de l'alimentation, mais aussi sur les affects et la sociabilité. Le sommeil du nourrisson et de l'enfant va dépendre de plusieurs facteurs, notamment des facteurs endogènes, c'est-à-dire une disposition génétique. On reconnaît qu'il y a des familles de petits dormeurs et des familles de grands dormeurs, sans que cela n'affecte leur fonctionnement au quotidien. Il y a aussi des facteurs exogènes, à savoir les conditions de vie du nourrisson ou de l'enfant, c'est-à-dire est-ce que les conditions de vie ou l'environnement dans lequel vit l'enfant et dans lequel s'endort l'enfant sont adéquates et adaptées à son âge. La sécurité affective, notamment donc de bonnes relations affectives avec les parents, avec la maman mais surtout les parents, et les habitudes des parents, notamment donc les parents qui veillent, qui ont tendance à ne pas, si vous voulez, ne pas offrir les conditions optimales pour un bon endormissement. Donc si la chambre est froide ou trop chauffée, s'il y a les lumières, si on a aussi une télé qui est allumée, si les parents sortent et rentrent souvent dans la pièce. Donc tout ça va favoriser des troubles du sommeil chez l'enfant. Il faut savoir que certains comportements sont normaux entre 2 ans et 4 ans, ils ne sont pas du tout pathologiques, à savoir la peur du noir, la phobie, la peur des animaux et des monstres imaginatifs, les difficultés d'endormissement avec lutte contre le sommeil afin de profiter un peu plus des parents. Si vous avez aussi le désir de dormir avec le parent, donc l'enfant aura tendance à se lever fréquemment, à crier, à pleurer, justement pour être porté auprès de ses parents. Aussi, vous pouvez avoir des rites du coucher, c'est-à-dire des séries d'actes et de vérifications avant le coucher, qui peuvent retarder notamment l'endormissement. Donc, les premiers mois de vie, le nourrisson va dormir en moyenne 19 heures par jour, donc en plusieurs phases, environ 8 phases de 2 heures. Et l'endormissement est étroitement lié et corrélé à la sensation de satiété, c'est-à-dire quand il est rassasié, il s'endort, dès qu'il y a une sensation de faim, donc il se réveille et crie. Vers 6 mois, donc il va dormir entre 16 et 18 heures par jour, et les phases de sommeil et d'éveil s'allongent. L'endormissement, il va suivre le rythme des repas.
Vers 1 an, il dort jusqu'à 10 heures de suite, avec une prédominance nocturne. Donc le sommeil se décale un peu par rapport au repas. Vers 2 ans, le sommeil se répartit en des nuits quasi normales, accompagnées de siestes en début d'après-midi. Les plages d'éveil s'allongent. Vers 4 ans, il dort en moyenne 13 heures par jour. Et à partir de 10 ans, il va dormir 8 heures par jour. Le sommeil paradoxal occupe 50% du sommeil total jusqu'à 5 ans, puis 20% pour le reste de la vie. On note 3 caractéristiques du sommeil. Donc on a d'abord le rythme circadien. Donc le sommeil comporte une alternance veille-sommeil sur une période de 24 heures. Cliniquement, nous avons une inactivité psychomotrice avec un orthostatisme. Et physiologiquement parlé, on va distinguer 2 types de sommeil. Donc on a le sommeil lent qui est le sommeil réparateur, divisé en 4 stades, et on a le sommeil paradoxal ou le sommeil qui est riche en activité onirique. Onirique, c'est-à-dire que c'est à ce moment-là que l'on fait des rêves ou des cauchemars. Donc l'alternance de ces 2 types de sommeil constitue un cycle de sommeil. Donc les troubles du sommeil, il faut savoir qu'ils sont fréquents chez l'enfant et chez le nourrisson. Donc c'est une cause de consultation ou une plainte de consultation assez fréquente. Donc chez le nourrisson, il faut rechercher en premier lieu une pathologie organique, notamment le reflux gastro-œsophagien. Le plus souvent, les troubles du sommeil sont primitifs et accessibles à une prise en charge psychologique et éducative. Donc, les plus fréquents sont les difficultés d'endormissement et les réveils multiples après lesquels le nouveau-né n'arrive pas à s'endormir seul. Avant 6 mois et en dehors des réveils nocturnes normaux dus aux besoins physiologiques, c'est-à-dire la faim ou lorsqu'il est mouillé, on parle de troubles du sommeil lorsque celui-ci éprouve des difficultés à s'endormir ou à maintenir un état de sommeil, ou encore s'il n'arrive pas à enchaîner, on va dire, quelques cycles successifs de sommeil. Autour de l'âge de 6 mois, les troubles du sommeil se manifestent par leur répétition, même s'ils ne mettent pas véritablement la vie de l'enfant, du bébé en danger. Donc les parents sont en général exaspérés et fatigués. Et finalement, la demande d'aide ou la demande de la consultation pour ce motif-là est beaucoup plus pour les parents que pour l'enfant lui-même. Il existe 4 types de pathologies dans le trouble du sommeil. On a les insomnies, on a les hypersomnies, les apnées du sommeil et la mort subite et les parasomnies. On va commencer par les insomnies. Donc les insomnies du premier trimestre, elles sont marquées par des réveils fréquents et des périodes de sommeil raccourcies, bruyantes avec des cris ou des pleurs, ou alors calme, les yeux ouverts, en silence, regardant le plafond, qui est de plus mauvais pronostic, c'est un signe qu'on retrouve fréquemment dans les TSA, dans l'autisme. À ce moment-là, il faudra s'attarder à rechercher des facteurs environnementaux, c'est-à-dire si on a une chambre qui est bruyante, qui est très éclairée, il y a des erreurs d'alimentation aussi, donc si l'alimentation est tardive le soir ou alors lourde, donc ça peut occasionner des insomnies chez le nourrisson et l'enfant. Ou alors si on a des sollicitations multiples de la part des parents, surtout le soir. Donc actuellement on assiste à une réorganisation de la société. Les 2 parents en général travaillent toute la journée, l'enfant est gardé soit par une nounou, une grand-mère et tout. Donc le soir, quand les parents rentrent à la maison, ils essayent un peu de rattraper le temps, perdu durant la journée. Et cette sollicitation, ça va exciter en fait l'enfant et le nourrisson, et il va retarder finalement le moment du sommeil. Aussi, on peut retrouver une anxiété parentale excessive ou importante, donc une surveillance trop rapprochée de la sécurité de l'enfant pendant son sommeil. Donc on a assisté à des mamans qui surveillent un peu la respiration de l'enfant pendant son sommeil, qui vont même aller jusqu'à le réveiller, juste pour voir ou savoir s'il est en vie. Donc ça peut influencer sur le sommeil de l'enfant. Une incohérence de soins, donc un gardiennage multiple, l'enfant est ballotté d'une personne à l'autre durant la journée, même la nuit. Donc une attitude parentale contradictoire, donc un enfant qui va plus amener l'enfant à veiller, l'autre parent qui va plus
l'amener à dormir tôt. Donc cette contradiction éducative peut perturber, si vous voulez, donc le sommeil de l'enfant. La dépression aussi chez l'un des parents, donc si on a une maman dépressive, donc la dépression de l'un des parents, donc essentiellement donc la dépression chez la mère, va retentir sur la qualité des échanges affectifs avec l'enfant. Également, il faudra rechercher une cause organique ou toxique, à savoir une maladie intercurrente, des facteurs toxiques ou médicaments stimulant la vigilance. Pour les insomnies du 2e et 3e année de vie, donc 2 types de troubles sont à retenir. Une angoisse, voire une phobie du coucher. En fait, c'est une crainte de quitter la vie familiale. Et les rituels de coucher pouvant être à l'origine d'un retard de sommeil. Donc, on a terminé avec les insomnies, on passe aux hypersomnies. Donc, pour les hypersomnies, qu'est-ce que c'est? Donc, il s'agit d'une somnolence excessive. Elle se retrouve dans 5 circonstances notamment. Donc, une prise de toxiques ou de médicaments sédatifs, dans les troubles dépressifs, dans les cas de tumeurs cérébrales, notamment le transcérébral, dans les encéphalites, dans l'hypertension intracrânienne. Donc on peut retrouver une hypersomnie à ce moment-là. On peut la retrouver également dans le syndrome de Klein-Levin. Alors, donc le syndrome de Klein-Levin, donc il se marque chez l'adolescent garçon surtout par la survenue de périodes de plusieurs semaines d'hypersomnie, 18 heures sur 24 heures, associées à des troubles confusionnels et comportementaux pendant les phases de veille, ciblés sur l'hyperphagie et sur une hyperexcitabilité sexuelle. Donc, les périodes d'hypersomnie sont séparées par plusieurs mois de normalisation spontanée. Une fois éliminée une pathologie lésionnelle de la substance réticulée, ce syndrome, alors primaire, est sensible au sel de lithium. Il finit par guérir spontanément. On a aussi donc, le syndrome de Gélineau, donc, qui est la catalepsie, qui associe une somnolence diurne et une crise cataleptique, endormissement brutal et spontané, en sommeil lent profond avec chute du tonus musculaire. Troisième trouble du sommeil, donc on a les parasomnies, donc avec le somnambulisme, les terreurs nocturnes et les cauchemars. Qu'est-ce que le somnambulisme? Donc, il est marqué surtout chez l'enfant entre 7 et 12 ans. Donc, c'est un accès de déambulation nocturne, inconsciente, fait de gestes automatiques avec les yeux ouverts, survenant durant la première partie de la nuit. Il dure de quelques minutes à une demi-heure, ne laissant aucun souvenir. Le facteur familial héréditaire est très important. En fait, on va un peu schématiser, c'est un enfant qui va se réveiller la nuit, il va avoir des gestes automatiques, les yeux ouverts, c'est-à-dire vous aurez beau lui l'appeler ou lui parler, donc il ne va pas vous répondre. Donc il est comme dans un état second. Donc par contre, il va falloir surveiller ses mouvements, surveiller ses actions, parce qu'il peut se mettre en danger à ce moment-là. Il y a en général une amnésie au réveil, donc il ne se souvient pas du tout donc, de l'événement durant la nuit, et généralement ça ne laisse pas de séquelles. Donc il est retrouvé chez plusieurs familles, donc on a un caractère héréditaire très important. Donc, deuxièmement, donc les terreurs nocturnes. Donc, ce trouble survient en première partie de la nuit, donc le stade 3 et 4 du sommeil lent, chez un enfant entre 2 et 5 ans. Cliniquement, on assiste à une crise de début brutale avec cris donc, et des mouvements de lutte, manifestations somatiques, à savoir des tachycardies et des sueurs, les yeux ouverts. Cette crise est non calmée par les réassurances et la présence des parents. Et l'amnésie est totale au réveil. Donc ce trouble peut être accompagné d'énurésie ou de somnambulisme. Il est inquiétant après l'âge de 7 ans, donc où on évoquera beaucoup plus des problèmes psychopathologiques. Il faut réveiller l'enfant afin de faire cesser la terreur. La famille doit être rassurée. Donc pour les cauchemars, ce sont des rêves désagréables dans leur contenu qui peuvent aboutir à un réveil avec des larmes.
Donc le trouble est facilement calmé après le réveil par la présence des adultes ou des parents. Donc ils interviennent souvent chez les enfants entre 2 et 6 ans. Quatrièmement, donc les apnées du sommeil du nourrisson et les morts subites. Donc chez le nourrisson, entre 1 mois et 18 mois, apparaissent des accidents graves, souvent mortels, dus à des apnées prolongées du sommeil, sans reprise respiratoire. La prévalence serait de 1 pour 1000. Certains facteurs jouent un rôle déterminant dans le risque de mort subite. Il y a le facteur familial, il y a la prématurité, le reflux gastro-œsophagien, les facteurs infectieux et les facteurs thermique et métabolique. On en a fini avec le sommeil et ses troubles. On passe à la deuxième fonction qui est l'alimentation. Donc pour l'alimentation, le développement de l'alimentation est étroitement lié à la relation mère-enfant. Donc voici quelques repères et aspects normaux. Donc vers 6 mois, donc l'alimentation elle est diversifiée, donc on commence la diversification à ce moment-là. Elle reste toujours liquide et il peut manger à la cuillère. Vers 1 an, l'alimentation devient solide et liquide bien sûr. Il peut boire seul. Vers 2 ans, l'alimentation devient solide, il peut boire et manger seul et il y a une appétence et tri alimentaire. Il commence à sélectionner et à avoir des préférences alimentaires. Pour la pathologie, donc les troubles alimentaires du nourrisson et du jeune enfant sont fréquents. La fréquence particulière est pour l'anorexie et les vomissements. On décrit classiquement 4 pathologies, donc les vomissements psychogènes, le méricisme, le pica et l'anorexie du nourrisson. Donc on a en premier lieu l'anorexie du nourrisson. Elle est plus fréquente que l'anorexie mentale de l'adolescent et moins grave que l'anorexie mentale du nourrisson. Elle s'observe entre le 6e et le 9e mois de vie. C'est la plus fréquente des perturbations alimentaires. On constate donc une attitude active d'opposition au moment des repas ou passive, c'est-à-dire donc on a des attitudes de gavage avec vomissement secondaire par la suite. Une croissance staturopondérale qui reste conservée. Il s'agit le plus souvent d'un nourrisson vif, voire précoce. Les comportements secondaires de la mère sont souvent inadaptés. Donc soit c'est des attitudes de chantage, soit de forçage, donc soit la mère devient très angoissée et les repas deviennent un moment d'angoisse et cette angoisse elle est transmise en fait à son enfant. L'évaluation, donc le pronostic vital n'est pas engagé et il existe 2 types d'évolution. Donc soit on a une disparition des troubles au bout de quelques semaines, soit une persistance pendant plusieurs années, et c'est ce qu'on appelle la forme complexe qui peut éventuellement évoluer chez l'adolescent et chez l'adulte, donc en anorexie mentale. Donc j'ai oublié de dire que cette anorexie, donc elle coïncide avec la diversification alimentaire, c'est-à-dire le passage du lait exclusif à l'alimentation liquide puis solide. Donc à ce moment-là, on peut avoir justement cette opposition au changement, aux nouveautés. Donc elle est d'apparition progressive, mais parfois elle peut être brutale. Donc généralement on retrouve un facteur déclenchant qui est soit un sevrage, je vous ai dit un sevrage trop brutal, ou la naissance d'un autre enfant. Donc les symptômes semblent en relation avec une anomalie de la relation mère-enfant. Il est nécessaire d'éliminer une pathologie organique, donc la maladie cœliaque et un éventuel état dépressif pouvant être à l'origine de. Donc pour le traitement dans les formes simples, le pédiatre devra rassurer la famille et donner des conseils sur la nutrition et le comportement adopté. Donc éviter le forcing alimentaire. Les formes complexes, donc en cas d'opposition massive, de vomissement, de pâleur, l'hospitalisation peut être nécessaire car il existe une tension familiale souvent importante et un retentissement somatique de l'anorexie. Donc une séparation initiale du milieu familial, puis réintégration de la mère auprès de l'enfant. Des entretiens psychothérapeutiques auprès de la mère ou de la famille sont à la base de la prise en charge. Les vomissements du nourrisson. Donc tout vomissement doit faire évoquer en premier lieu une cause organique. Ils surviennent chez les nourrissons au cours du second trimestre. Ils peuvent être symptomatiques soit d'une anorexie d'opposition passive, donc gavage puis des vomissements secondaires, ou alors
symptomatique d'une anxiété liée à une modification dans le déroulement des repas, donc une diversification, un sevrage. Ils sont aussi retrouvés dans des situations de séparation brutale avec les parents ou la mère en particulier. Donc le diagnostic est porté devant des vomissements avec ou sans effort de contraction des muscles abdominaux et des vomissements apparaissant parfois dans des situations de stress, séparation brutale par exemple. Mais avant de parler de vomissements psychogènes, donc il faut tout d'abord éliminer en premier lieu une cause organique. Donc je le dis et je le répète, donc d'abord l'organicité à éliminer, puis donc on peut éventuellement évoquer une cause psychogène ou une erreur dans l'organisation, on va dire, de l'alimentation de l'enfant. Donc on a le méricisme. Donc le méricisme, c'est une régurgitation répétée de nourriture avec perte de poids ou absence de gain pondéral escompté après une période de fonctionnement normal. Donc la nourriture est partiellement digérée et ramenée dans la bouche. Elle est ensuite crachée, mâchée ou réavalée. Il s'agit d'une autostimulation à laquelle certains rapportent une dimension auto-érotique. La rumination se produit lorsque l'enfant se sent seul, donc une activité semble secondaire à une carence affective en général. La principale complication est l'absence de gain pondéral, voire une perte de poids. Cliniquement parlé, donc l'appétit il est conservé, altération de l'état général et précoce. On note également une hypotonie axiale, une angoisse, parfois des éléments dépressifs. Ce trouble est rare, à prédominance masculine, et en début se situe entre 3 et 12 mois. Le pronostic est lié à la qualité de relation mère-enfant et le traitement fait souvent appel à une hospitalisation. Nutrition avec surveillance somatique, rétablissement si possible de la relation mère-enfant. Deuxième trouble de l'alimentation, le pica. Donc c'est une consommation répétée de substances non nutritives, ça peut être de la terre, de la peinture, du plâtre, du papier, tout ce qui n'est pas comestible en fait. Le début des troubles se situe donc entre 1 et 2 ans et c'est un trouble qui est peu fréquent heureusement. Pas de prédominance en faveur d'un sexe, on l'observe au cours donc, de certains troubles, donc dans les carences affectives graves, dans les troubles autistiques, donc dans les TSA, et dans l'handicap intellectuel ou anciennement appelé le retard mental. Les complications sont liées bien sûr à la nature de l'élément ingéré, donc on aura le saturnisme si on a une ingestion de peinture au plomb, et le pica généralement il disparaît donc à l'adolescence. On arrive au développement du contrôle sphinctérien. Donc l'acquisition du contrôle du sphincter urétral est soumise à l'influence conjointe de la maturation physiologique, du développement psychologique et de l'éducation de l'enfant. D'importantes variations existent d'un enfant à l'autre, bien sûr. Alors, pour ce qui est de la maturation du système nerveux central et périphérique, donc la première année de vie de l'enfant, la miction, elle est réflexe. Elle est déclenchée par quoi? Elle est déclenchée par la pression intravésicale au-delà d'un certain seuil. Survient alors une contraction de la musculature lisse de la paroi vésicale des trusors en synergie avec le relâchement de la musculature striée du sphincter externe et du plancher périnéal. À partir de la fin de la première année, les connexions avec les centres cérébraux supérieurs transforment peu à peu la miction en un acte conscient et volontaire et n'est plus réflexe. L'enfant identifie alors ses perceptions internes, les signaux internes, en les verbalisant ou en les signalant par des gestes. Vers 18 mois, il peut indiquer verbalement à ses parents si son siège est mouillé. Il apprend vite, parmi bien d'autres règles sociales que ses parents lui transmettent, où et quand il doit uriner. À 24 mois, la propreté diurne est généralement acquise, puis à 36 mois, la propreté nocturne. À partir de 3 ans, le système régulateur de l'évacuation vésicale devient automatique. Il lui permet de dormir en toute sécurité. En cas d'urgence, l'enfant contracte volontairement le sphincter externe et les muscles du plancher périnéal.
Pour ce qui est de l'investissement par l'enfant du contrôle du sphincter urétral, en fait, cette acquisition du contrôle sphinctérien a également un rôle psychologique et social. En fait, l'enfant reconnaît la satisfaction de ses parents lorsqu'il est en mesure de maîtriser l'émission d'urine ou de sel, et les désagréments engendrés par l'échange. Et bien sûr, l'acquisition du contrôle sphinctérien participe à son autonomie et devient alors un motif de fierté pour l'enfant. Donc, quelques repères. De 0 à 6 mois, donc la miction et la défécation sans réflexe. Vers 12 mois, la miction devient consciente et volontaire. L'enfant avertit ses parents par des gestes que son siège est mouillé. Vers 18 mois, l'enfant avertit verbalement ses parents que son siège est mouillé. C'est le début de l'apprentissage des règles d'hygiène. Vers 24 mois, la propreté diurne normalement acquise. Et vers 36 mois, la propreté nocturne normalement acquise. En fait, chaque histoire clinique est unique et montre qu'il est difficile d'expliquer l'énurésie selon un modèle étiologique simple et linéaire. Certains facteurs déclenchent l'énurésie, d'autres l'entretiennent. Les premiers seraient plutôt somatiques ou liés à l'éducation sphinctérienne, les seconds plutôt psychologiques et liés aux réactions familiales. Les facteurs étiologiques semblent en effet se succéder dans le temps et conjuguer leurs effets. Donc, parmi les troubles du contrôle sphinctérien que nous allons évoquer aujourd'hui, donc ce sont les troubles du contrôle sphinctérien urétral, notamment l'énurésie, et les troubles du contrôle sphinctérien anal, notamment l'oncoprésie. Le premier trouble qu'on va évoquer, c'est l'énurésie. Donc, c'est une miction active répétée et involontaire chez un enfant de plus de 5 ans, donc après l'acquisition normale de la propreté. Après l'âge de l'acquisition normale de la propreté. Le plus souvent, elle est nocturne, mais peut-être également diurne. Il n'y a pas d'anomalie organique, la miction est normale dans son déroulement, donc il n'y a pas de notion de diabète, d'épilepsie. On distingue deux types d'énurésie, donc il y a l'énurésie primaire, donc où l'enfant n'a jamais été continent, n'a jamais été propre, c'est la plus fréquente, et l'énurésie secondaire, si l'enfant a déjà été continent et propre pendant plus d'une année, et redevient énurétique. L'étiologie est inconnue, elle est d'origine multifactorielle, donc on a des facteurs somatiques par dysfonctionnement vésical. On peut aussi avoir des facteurs génétiques héréditaires, donc on a des familles d'énurétiques. Et il y a les facteurs psychologiques, donc individuels et personnels propres à l'enfant, éducatifs, donc ça peut être des erreurs éducatives, ça peut être un stress, ça peut être des conflits familiaux. Donc un facteur déclencheur peut être retrouvé, donc soit une séparation avec les parents ou le début de la scolarisation, d'accord, donc qui peut inquiéter l'enfant, et des bénéfices secondaires dans la régression, la dépendance aux parents et la mise à distance des situations de séparation, c'est-à-dire par cette énurésie, par ce symptôme ou ce comportement, l'enfant obtient des bénéfices secondaires. Et ces bénéfices secondaires vont faire que ce symptôme va être maintenu. Donc une prise en charge psychologique peut y remédier. Donc le diagnostic d'énurésie se fait à l'interrogatoire et à l'anamnèse. L'examen clinique et les éventuels examens complémentaires visent à éliminer les diagnostics différentiels, à savoir une infection urinaire, un syndrome polyuropolytypsique, un diabète, des pertes urinaires post-épileptiques, une compression médulaire, une incontinence urinaire et des malformations. Donc l'énurésie est de bons pronostics, il faut cependant savoir repérer un trouble de l'estime de soi, des difficultés d'interaction sociale, une mauvaise image de soi et des conflits familiaux. Le traitement avant 5 ans, donc il n'y a aucun traitement n'est nécessaire, donc traitement médicamenteux bien sûr. Après 5 ans, la prise en charge débute par de simples mesures générales. Si cela est insuffisant, des mesures comportementales et psychothérapeutiques. Enfin, en dernier ressort, on peut avoir recours à un traitement médical. Le traitement dépend bien évidemment, du caractère primaire et secondaire de l'énurésie. Donc une énurésie primaire a presque toujours une origine donc organique, une immaturité vésicale le plus souvent, et on retrouve fréquemment des antécédents familiaux, alors que dans l'énurésie secondaire, qui est le plus souvent d'origine psychogène.
Dans le cas d'une énurésie primaire, donc il faudra prévoir de principe une consultation bien sûr urologique et il est important de déculpabiliser l'enfant par rapport à un symptôme dont il n'est pas responsable. Donc le traitement va reposer d'abord sur des conseils hygiéno-diététiques et éducatifs, diminuer donc les apports hydriques du soir, passage systématique aux toilettes avant de se coucher. En cas d'échec, donc, on pourra y adjoindre des mesures comportementales, c'est-à-dire se lever systématiquement 1 heure après le coucher ou utilisation d'un avertisseur sonore, donc le pipi stop, le stop pipi, associé à la réalisation d'un calendrier. Si ces mesures n'aboutissent pas non plus, un traitement sera proposé. Dans le cas d'une énurésie secondaire, le traitement de première intention va reposer sur la psychothérapie générale. Donc, elle recherchera éventuellement donc, un éventuel traumatisme, des facteurs de stress liés à des changements dans la structure familiale, la naissance d'un petit frère, divorce des parents, séparation des parents, voyage des parents. Donc, cette prise en charge sera associée aux mesures hygiéno-diététiques et éducatives décrites dans le cas de l'énurésie primaire. Donc, trouble du contrôle anal, donc on a l'oncoprésie. Donc l'oncoprésie fonctionnelle est une émission fécale répétée, involontaire ou délibérée. Chez un enfant d'âge chronologique et mental d'au moins 4 ans, presque toujours diurne. Au moins 1 fois par mois pendant au moins 6 mois. Donc ce trouble ne doit pas être la conséquence d'une atteinte organique, comme la maladie par exemple d'Hirschsprung. Et l'oncoprésie est dite secondaire si la perturbation est précédée par une période de continence fécale d'au moins 1 année. C'est une pathologie moins fréquente que l'énurésie, donc 2% de la population. Elle touche surtout les garçons, donc on a 3 garçons pour une fille. L'oncoprésie secondaire est plus fréquente que l'oncoprésie primaire, donc on retrouve souvent un facteur déclencheur. Donc les facteurs de risque sont les événements anxiogènes, donc des expériences précoces liées à la défécation et des problèmes familiaux. Donc le trouble disparaît souvent lors d'une séparation avec la famille. Cliniquement, l'oncoprésie est presque toujours diurne. À l'interrogatoire, on recherche la description de symptômes de l'oncoprésie et des éventuels troubles associés. L'examen clinique va rechercher une malformation anale, une tonicité anormale du sphincter anal ou toucher rectal. Les examens complémentaires pratiqués sont dans un premier temps une radiographie de l'abdomen sans préparation de face, donc à la recherche d'un fécalome, d'un encombrement de l'intestin. Le symptôme ou le trouble finit pratiquement toujours par disparaître spontanément, le plus souvent progressivement à l'adolescence. Pour ce qui est du traitement, donc si les troubles sont régressifs sous traitement, ce dernier doit être avant tout préventif. La mise en place d'entretien thérapeutique parents-enfants est nécessaire, associée à des mesures comportementales, à savoir des entraînements à la propreté, une éducation de la famille sur les causes et les remèdes. Il sera aussi nécessaire de traiter une éventuelle constipation, pratiquement toujours associée par des lavements et des laxatifs. Présentation systématique aux toilettes plusieurs fois dans la journée, des apports hydriques suffisants et une stimulation du réflexe gastrocolique par la prise d'une boisson froide le matin à jeun. On arrive à la psychomotricité. Donc les acquisitions motrices sont étroitement liées au développement de l'intelligence, du langage et profondément influencées par le développement affectif. C'est pour cela qu'on parle de psychomotricité. Donc de 0 à 2 ans, donc au cours de l'examen, donc le praticien doit s'attarder sur la recherche de la présence ou de la disparition des réflexes archaïques, l'examen de la motricité générale, donc le tonus et la mobilisation, ainsi que l'examen de la motricité fine, donc les mouvements des doigts, faire les marionnettes, l'appréhension des objets initialement cubitopalmaires progresse pour aboutir et devenir donc une pince pouce-index, le schéma corporel, qui est la connaissance de son corps, dénomination des parties de son corps et représentation à travers le dessin. Donc, tout retard psychomoteur doit faire rechercher un trouble sensoriel, auditif ou visuel. Donc, on va aborder en premier lieu le retard psychomoteur, donc retard dans les acquisitions posturales ou du tonus.
Il peut être isolé et constituer un trouble du développement, mais s'inscrit le plus souvent dans un cadre nosographique plus large, dans le cadre d'un retard mental ou handicap intellectuel, dans le cadre des TSA ou des encéphalopathies. L'éthiopathogénie est multiple, donc elle peut être génétique, gynéco-obstétrico et psycho-affectif. Le traitement, donc, c'est une rééducation psychomotrice, un soutien psychologique de l'enfant et de sa famille. Pour les troubles de l'acquisition de la coordination motrice, donc il s'agit d'une perturbation marquée du développement de la coordination motrice. Le diagnostic n'est porté que si cette perturbation interfère de façon significative avec la réussite scolaire ou les activités de la vie courante. Les garçons sont plus souvent touchés que les filles. Sur le plan étiologique, certaines hypothèses semblent impliquer des facteurs organiques et développementaux. Certains facteurs de risque ont été avancés pour cette pathologie, à savoir la prématurité, la malnutrition dans la période périnatale, l'hypoxie et un faible poids de naissance. Cliniquement, les premiers symptômes peuvent apparaître dès la première enfance. Donc le trouble peut prendre la forme d'un retard d'acquisition des étapes normales du développement, ramper, s'asseoir, se tenir debout, marcher. Entre 2 et 5 ans, la maladresse devient flagrante. Les enfants font plus facilement tomber les objets, les jouets, ils trébuchent fréquemment, ils se blessent, se fracturent parfois. Par la suite, l'enfant est handicapé dans les jeux de construction, dans les puzzles, dans les sports pratiqués. Puis, peuvent apparaître des difficultés scolaires, des difficultés relationnelles secondaires, des troubles émotionnels, des troubles du comportement avec opposition, un retrait social et des troubles des conduites. Le diagnostic du trouble nécessite une évaluation minutieuse de tous les comportements moteurs de l'enfant, même de façon rétroactive. Les tests psychométriques révèlent un quotient intellectuel performance plus bas que le quotient intellectuel verbal. Pour l'évolution, donc en général, la maladresse persiste à l'adolescence et à l'âge adulte. Parfois, lorsque le trouble n'est pas diagnostiqué ou lorsqu'il n'y a pas de prise en charge thérapeutique, on retrouve des échecs scolaires, un trouble de l'estime de soi, des complications émotionnelles et comportementales. Pour ce qui est du traitement, donc sur le plan thérapeutique, les rééducations psychomotrices intensives et spécifiques et surtout précoces sont la pierre angulaire du traitement. Donc une rééducation perceptivo-motrice, des exercices d'éducation physique. Le suivi par un pédopsychiatre est nécessaire afin de coordonner les différentes prises en charge. Le soutien psychologique et une guidance parentale permet souvent d'éviter l'apparition de complications et de soulager l'anxiété et la culpabilité de l'enfant et de sa famille. Troisième trouble, ce sont les tics. Qu'est-ce que les tics? En fait, les tics sont des mouvements involontaires, rapides, non rythmiques et transitoires, touchant un ou plusieurs groupes musculaires. Ils peuvent être diminués durant le sommeil, la relaxation ou augmentés lors d'un stress. Deux formes cliniques sont distinguées. Donc, il y a les tics simples, moteurs, donc clignement des yeux, ou vocaux, reniflement. Et il y a les tics complexes, moteurs, vocaux ou écholalie. Donc, moteurs, se mordre ou se taper. Vocaux, donc ça peut être des mots répétés ou l'écholalie, des mots obscènes ou coprolalie. Pour la classification des tics, donc on a les tics transitoires de l'enfance, les tics chroniques et le syndrome de Gilles de la Tourette. Pour les tics transitoires de l'enfance, donc on observe l'apparition de tics simples avant l'âge de 12 ans. Ces tics sont moteurs et ou vocaux. Uniques ou multiples, ils disparaissent spontanément au bout d'une année. La durée des troubles est souvent inférieure à 6 mois et aucun traitement n'est nécessaire. Pour les tics chroniques, leur incidence est plus importante que celle de la maladie de Gilles de la Tourette. Les troubles débutent dans l'enfance précoce à partir de 4 ans, avec un pic de fréquence vers l'âge de 6 ans. Les tics sont moteurs ou vocaux et persistent plus d'1 an. Ils sont souvent bien tolérés et nécessitent rarement un traitement. Lorsque les tics apparaissent entre 6 et 8 ans, ils cèdent le plus souvent au début de l'adolescence. Pour la maladie de Gilles de la Tourette, donc il s'agit d'un syndrome qui était décrit déjà en 1885 par Georges Gilles de la Tourette, qui comporte des tics moteurs, une coprolalie et une écholalie.
sont associés de façon simultanée ou successive un ou plusieurs tics moteurs et un ou plusieurs tics vocaux. Les tics sont complexes, multiples et chroniques, selon les critères DSM. Les troubles doivent débuter avant l'âge de 18 ans pour pouvoir être retenus comme diagnostic. L'apparition des symptômes s'observe entre 2 et 15 ans, donc il existe une prédominance du sexe masculin. La prédominance sur la vie est de 4 à 5 pour 10 000. Sur le plan symptomatique, les tics peuvent se manifester sous forme de grimaces, de plissement du front, de soulèvement des sourcils, de clignement des yeux, de plissement du nez, de vibration des narines, de contraction de la bouche, de morsure des lèvres, de hochement de la tête, torsion du cou, secouement des mains, des bras, de haussement des épaules, de saut du corps, de hoquet, se moucher, renifler par les narines, se racler la gorge. Ils sont augmentés par la fatigue, le stress et les émotions et sont volontiers diminués par la concentration. Parfois, ils peuvent apparaître dans un second temps des obsessions et des compulsions. Pour le traitement, donc, qui concerne les tics sévères et la maladie de Gilles de la Tourette, il sera prescrit en fonction de l'intensité et de la gêne occasionnée par les symptômes. Donc ça peut être de la risperidone à 0,5 mg par jour à 2 ou 3 mg par jour selon le cas. De l'allopéridol, donc 0,5 mg par jour, avec bien sûr une psychothérapie comportementale avec relaxation et voire de l'hypnose. La fréquentation d'une association de malades est conseillée. L'hyperactivité ou le syndrome hyperkinétique, donc c'est une instabilité motrice, intellectuelle, affective, persistante après l'âge de 3 ou 4 ans. L'origine est multifactorielle, donc le développement mental, neurochimique, neurophysiologique et psychosocial. Cliniquement, 3 éléments dominent le tableau. Donc on a l'hyperactivité avec agitation désordonnée et permanente. On a une impulsivité motrice, donc prise de risque, absence de conscience du danger et cognitive, répond avant son tour, intervient dans les conversations sans qu'on lui demande son avis. Et une distractibilité, donc avec un déficit attentionnel constant, distrait par le moindre stimuli. Les 3 symptômes cliniques sont l'hyperactivité, l'impulsivité et les troubles de l'attention et de la concentration. Pour l'évolution, donc elle est péjorative en l'absence de traitement, avec parfois persistance des symptômes à l'âge adulte. Cette évolution est donc variable et fonction de la prise en charge et du milieu socio-familial. Pour les complications, donc on peut avoir donc un échec scolaire, des troubles oppositionnels, des troubles des conduites, développement d'une personnalité psychopathique, ainsi qu'un abus de substances toxiques, notamment les drogues. On termine ce chapitre par les stéréotypies. Donc, il s'agit de comportements répétitifs et sans but, donc balancement du corps, se mordre, se frapper. Elles apparaissent dans le cadre d'un retard mental profond, de troubles autistiques, de schizophrénie, parfois de façon isolée dans un contexte de carence psychoaffective sévère, troubles de l'attachement notamment. L'évolution, elle est chronique le plus souvent. Les neuroleptiques restent le seul traitement malgré leur faible efficacité. Alors, on arrive au développement du langage. Le développement du langage nécessite d'avoir un système auditif fonctionnel. Comme pour les autres domaines du développement psychomoteur, le développement du langage est progressif et se complexifie au fil de son évolution. Et le langage est structuré en 2 pôles. Donc on a le pôle réceptif qui est le pôle de la compréhension et le pôle expressif qui est le pôle de la réalisation. La compréhension précède la réalisation. Alors les différentes étapes du langage sont: à 3 mois, donc le nourrisson roucoule, prononce des voyelles. À 4 mois, il rit bruyamment. À 6 mois, il pousse des petits cris aigus. À 10 mois, donc, le langage est bisyllabique. Ma, pa, pa, pa. À 12 mois, il prononce 2 autres mots. À 15 mois, il prononce 4 à 6 mots. À 18 mois, donc c'est l'apparition du nom et une dizaine de mots. Explosion de vocabulaire, il peut nommer
1 à 2 dessins. Vers 2 ans, donc on a les mots phrases, c'est-à-dire c'est des phrases composées de 2 ou 3 mots maximum. Vers 3 ans, donc on a le stade des phrases complètes avec l'utilisation du pronom je. Et il donne son prénom. Vers 4 ans, il raconte une histoire. C'est l'âge du récit. À 6 ans, il accède au langage écrit. Il peut apprendre à lire et à écrire. Pour les troubles du langage, ils sont fréquents et pour la plupart, ils sont bénins. Donc ça peut être en rapport avec le langage oral ou le langage écrit. Il faut bien sûr tout d'abord pratiquer un bilan orthophonique. Il faut rechercher systématiquement un trouble de l'audition et des troubles associés. Donc soit un handicap intellectuel, des troubles de l'alimentation, des troubles de la psychomotricité, du sommeil. Les différents troubles, donc on a les troubles du langage oral, on va juste les survoler, on ne va pas rentrer dans les détails. Donc on peut avoir des troubles de l'élocution et de la verbalisation, on peut avoir un bégaiement, on peut avoir des troubles de l'articulation, on peut avoir un mutisme et des troubles de l'acquisition du langage, donc retard simple du langage, retard de la parole et dysphasie. Les troubles du langage écrit, donc ça peut être un simple retard simple de la lecture, une dyslexie ou une dysorthographie. Donc pour la dyslexie, la dysorthographie, donc il s'agit d'un trouble du langage écrit. Donc ce sont des difficultés dans l'apprentissage de la lecture et de l'orthographe. La dyslexie, c'est un trouble de l'apprentissage de la lecture, incompréhension et erreur dans la lecture. Et pour la dysorthographie, c'est un trouble de l'acquisition de l'orthographe, souvent associé à la dyslexie. Pour parler de dyslexie et de dysorthographie, il faut que le niveau intellectuel de l'enfant soit dans les normes, normal, qu'il y ait absence de cause perturbant l'apprentissage, donc l'absentéisme scolaire, les troubles persistent longtemps et il faut qu'il y ait absence de déficit sensoriel, notamment une surdité. Les garçons sont le plus souvent touchés et il existe fréquemment donc un antécédent familial de dyslexie ou de dysorthographie. L'enfant dyslexique doit être scolarisé en classe normale et le traitement repose sur la rééducation orthophonique. Un autre petit mot sur le bégaiement, donc dans les troubles du langage oral. Donc c'est un trouble du débit élocutoire, donc l'association à des tics est fréquente. Le bégaiement dit primaire physiologique peut apparaître vers 3 ans, donc il est physiologique chez l'enfant. Il est presque toujours transitoire. Il est caractérisé par la répétition saccadée, involontaire d'une syllabe, donc composante clonique, ou l'impossibilité d'émettre certains mots, donc c'est la composante tonique. Le bégaiement évolue habituellement sur un long terme avec des périodes de rémission partielle et le trouble disparaît spontanément dans 50 à 80% des cas. Le traitement comporte une prise en charge de type relaxation associée à des exercices respiratoires et à une prise en charge orthophonique. Sixième fonction, donc c'est le développement de l'intelligence. Alors, le développement de l'intelligence est un processus actif et progressif se faisant sur plusieurs périodes. Donc, nous avons la première période ou le premier stade, donc la période de l'intelligence sensorimotrice. Donc, c'est une période qui va de l'âge de la naissance, en fait. Elle se développe de la naissance du bébé jusqu'à l'âge de ses 2 ans. Donc, c'est pendant cette période que l'enfant commence à prendre conscience du monde qui l'entoure. Tous ses sens et ses mouvements évoluent pour développer la connaissance et l'interaction avec l'environnement. Dans de nombreux cas, les adultes n'accordent pas l'importance nécessaire à cette étape de la vie. Cependant, il est important pour eux de savoir que c'est précisément au cours de ce cycle que des progrès mentaux extraordinaires se produisent. Ce n'est pas pour rien qu'il s'agit de la première phase du développement cognitif. Alors le deuxième stade ou la deuxième période est la période préopératoire. Donc entre l'âge de 2 et 7 ans, les enfants entrent dans la période préopératoire. Cette période est marquée par le développement de la fonction symbolique, c'est-à-dire la capacité d'avoir des représentations mentales. Il est possible d'observer chez les enfants des comportements ou des conduites symboliques. Une de ces conduites est le jeu symbolique.
où les enfants utilisent les symboles et les transforment au gré de leur imagination. Par exemple, un cube devient une voiture, une boîte devient donc un avion, par exemple. La troisième période est la période opératoire, donc la période où le stade donc opératoire de 7 à 12 ans, l'enfant acquiert le raisonnement logique concret. À partir de 7 ans, donc les actions de l'enfant deviennent des opérations, c'est-à-dire des actions exécutables en pensée et réversibles. Le dernier stade, c'est la période du raisonnement abstrait et qui va se prolonger jusqu'à l'âge de 16 ans. Pour les méthodes d'évaluation de l'intelligence, donc elles reposent sur des tests psychométriques, où la performance d'un sujet est comparée à celle d'un groupe du même âge. On mesure l'efficience intellectuelle verbale et l'efficience intellectuelle non verbale ou de performance. On obtient ainsi un QI verbal, un QI de performance et un QI général qui va additionner les deux. Le coefficient intellectuel dit normal est à 100. Donc pour les pathologies de l'intelligence, on va commencer ou on va aborder l'handicap intellectuel, anciennement appelé le retard mental. Donc c'est un fonctionnement intellectuel global significativement inférieur à la moyenne, donc un QI inférieur à 70, association à une altération du fonctionnement adaptatif, donc dans la vie domestique et dans la communication, et les symptômes donc, débutent avant l'âge de 18 ans. Donc les signes évocateurs doivent être recherchés lors de plusieurs examens successifs, donc pas de tenue de la tête, persistance des réflexes archaïques, pas de tenue assise, ne dit pas de mots. La mesure du périmètre crânien peut révéler un développement insuffisant ou excessif du crâne. Un examen somatique complet doit être pratiqué. Une courbe statuopondérale, des anomalies de l'examen neurologique, une dysmorphie, donc une enquête génétique avec un karyotype. En fait, l'handicap intellectuel n'est jamais isolé. Il s'accompagne de retards dans les autres grands champs d'acquisition. Psychomotricité, dans le langage, les affects, la sociabilité. 4 degrés de gravité de handicap intellectuel ou du retard mental. Donc, il peut être léger, il peut être moyen, voire grave et profond. Et donc, le QI est obtenu avec les tests psychométriques. D'accord? Donc un QI se situant, donc un QI supérieur à 80 et inférieur à 120, donc on se situerait dans l'intelligence normale. Un QI supérieur à 70 et inférieur à 80, on serait dans une intelligence limite, donc limite entre la déficience et l'intelligence normale. Un QI supérieur à 50 et inférieur à 70, donc on serait dans un retard léger. Pour un QI se situant entre 35 et 50, donc on est dans le retard moyen. Un QI supérieur à 20 et inférieur à 35, donc on serait dans le retard grave. Et un QI inférieur à 20, voire 25, on est dans le retard profond. Donc, les répercussions peuvent être comme suit. Dans le retard mental léger, qui est le plus fréquent, on va avoir un retard scolaire de 2 à 4 ans. Les enfants peuvent aller jusqu'au CM2. Pour un retard mental moyen, les enfants dépassent rarement le CP. Pour un retard mental grave, les enfants peuvent apprendre à dire quelques mots. Pour le retard mental profond, il existe une association à des malformations du système nerveux. La cause, souvent, elle est inconnue, donc elle est observée dans 30 à 40% des cas. Pour la prise en charge, elle est multiprofessionnelle et fonction de l'étiologie bien sûr. Elle repose sur des instituts spécialisés permettant la prise en charge éducative, scolaire et professionnelle. Elle s'accompagne de psychothérapie avec guidance parentale, parfois de psychothérapie individuelle et familiale. On y associe également, en cas de nécessité, un traitement par des neuroleptiques, lors d'états agressifs ou de troubles du comportement.
On va parler du développement psycho-affectif et la relation donc parent-enfant et son importance. Donc il faut rappeler que l'enfant après sa naissance rencontre le monde extérieur à travers sa relation et son interaction avec sa maman. Donc le nouveau-né semble présenter dès la naissance des performances relationnelles importantes. Et la qualité de ces premiers échanges donc, est primordiale pour le développement futur de cet enfant. D'ailleurs, on le voit autour de nous, hein, donc il y a une diversité dans les personnalités autour de nous. Et certains auteurs, donc comme Zettner, précisent que la différence individuelle rencontrée justement dans le domaine de la personnalité, eh bien, il va résulter des expériences précoces et des échanges précoces et de leur qualité bien sûr. Freud, qui est neurologue autrichien et le père fondateur de la psychanalyse, en fait, met en évidence les aspects évolutifs de la personnalité et de l'importance des premières années de vie. Il va même déterminer les stades du développement libidinal qui sont à l'origine en fait, des modes d'organisation de la personnalité. Alors, lors des 18 premiers mois, l'intérêt du nourrisson est principalement porté vers la sphère oarelle, donc vers sa bouche, avec entre autres l'alimentation. Donc, tout nouvel objet est systématiquement porté et exploré par la bouche. L'alimentation est source de plaisir et de rapprochement avec la mère. C'est ce qu'on appelle le stade oral décrit par Freud. On décrit 3 périodes comportementales individualisées, décrites par Spitz comme des organisateurs. En fait, des organisateurs, ça veut dire des points clés, des moments clés dans le développement de l'enfant qui vont avoir un impact dans le futur, dans la construction de sa personnalité future. Donc nous avons les sourires au visage humain, donc vers 3 mois. La peur de l'étranger au 8e mois, en fait, c'est le début de discrimination des faciès et les individus familiers et non familiers avec l'angoisse de séparation. Et vers 18 mois, on a l'acquisition du non. Donc l'acquisition du non, ça veut dire qu'on est à un stade d'autonomisation et d'individuation, du moins le commencement. Donc en consultation, donc lors de notre anamnèse et lorsqu'on retrace l'histoire de l'enfant et de sa biographie, on va s'attarder justement à ces moments clés. C'est-à-dire c'est des questions qu'on pose systématiquement et on va s'attarder. Donc ça va être un peu nos points clés. Et à partir de ces moments clés, de ces points clés, donc on va émettre des hypothèses diagnostiques. Lors des 2e et 3e années, donc les premières contraintes apparaissent, notamment le sevrage, le contrôle sphinctérien, qui vont entraîner chez l'enfant une certaine frustration, puis un désir de maîtrise. La relation donc se déplace sur un champ plus oppositionnel qui va aboutir à une première forme d'indépendance ou d'autonomisation. C'est avec l'acquisition du jeu, le pronom-jeu. L'intérêt du nourrisson, il va se déplacer donc de la sphère orale vers les zones urinaires et anales. C'est ce qu'on appelle le stade anal décrit par Freud. À la 4e, 5e et 6e année, donc l'enfant prend conscience de ses propres organes génitaux et de la différence des sexes. C'est-à-dire, c'est à ce moment-là et à cette phase-là que l'enfant donc commence à différencier garçon et fille. C'est ce qu'on appelle le stade phallique décrit par Freud. Il y a aussi apparition donc du conflit, ce qu'on appelle le conflit oedipien, qui est un développement des sentiments hostiles envers le parent du même sexe. Après 6 ans, les intérêts s'élargissent vers la sphère plutôt intellectuelle et socioculturelle. C'est la période de latence, donc qui est marquée par aussi son entrée à l'école. Donc là, c'était une petite parenthèse pour en fait dire que finalement, donc la construction ou l'organisation de la personnalité future, du futur adulte, eh ben, elle commence déjà très jeune, donc durant ou lors des premières années de vie. Il est vrai que la personnalité, donc il y a aussi un facteur qui est important, donc qui est facteur génétique, mais
En fait, l'environnement influe également sur la construction justement de cette personnalité future. Donc les premières années ou les premiers mois et premières années de vie de l'enfant sont primordiales dans la construction de la personnalité future. On va aborder la question de l'autisme ou des troubles du spectre autistique. Donc, l'autisme est un trouble neurodéveloppemental. En fait, les premières références à des comportements autistiques datent du début du XXe siècle. En fait, à l'époque, les troubles que nous nommons aujourd'hui, donc autisme et troubles du spectre autistique, étaient considérés comme des formes infantiles de schizophrénie. Et ce n'est qu'en 1940, avec Léo Kanner, qui est psychiatre allemand, et Hans Asperger, également psychiatre, donc, qui affirment chacun de leur côté que certains patients ne sont pas des schizophrènes, mais qui souffrent d'une maladie à part. Kanner, il va décrire des enfants présentant des comportements autistes et répétés, ne parlant pas et ne communiquant pas. Il appelle ce tableau clinique autisme infantile. Hans Asperger, quant à lui, il emploie le même terme pour les patients qu'il a décrits et qui ont une intelligence a priori normale, mais des particularités dans leur communication. Il parle, lui, de psychopathie autistique. En fait, ces deux descriptions deviendront les deux formes d'autisme dit typique dans les anciennes classifications, c'est l'autisme infantile de Kanner et le syndrome d'Asperger. Et toutes les autres formes d'autisme ou les formes intermédiaires vont être qualifiées d'autisme atypique. Donc, les formes cliniques d'autisme sont très hétérogènes, donc ce qui peut occasionner des retards diagnostiques et un retard de prise en charge. On parle aujourd'hui plus volontiers de troubles du spectre autistique et de troubles envahissants du développement. Il s'agit d'un trouble neurodéveloppemental dont l'origine est sans doute multifactorielle. Ça veut dire qu'il y a plusieurs facteurs qui pourraient être à l'origine de l'autisme, avec une très grande participation génétique, mais aussi une interaction entre de nombreux gènes et des facteurs environnementaux. C'est ce qu'on appelle les facteurs épigénétiques. Donc on nous a, on va dire, de tout temps dit que notre génome ou notre ADN était quelque chose qui ne changeait pas, quand on l'acquiert en intra-utérin et enfin, dès la conception, mais les chercheurs à l'heure actuelle démontrent le contraire. Donc ils nous disent que finalement l'environnement, les facteurs environnementaux, les facteurs toxiques, les facteurs infectieux, les accidents, tout ça, donc le stress, tout ça, ça peut modifier finalement notre génome ou si vous voulez, l'expression de nos gènes. Et pour cela, ils se sont attardés sur des études de vrais jumeaux et de faux jumeaux. En fait, de vrais jumeaux qui ont normalement le même patrimoine génétique, n'est-ce pas? Donc il est identique normalement à 100%. Mais on voyait que des jumeaux, donc de vrais jumeaux, on pouvait avoir un des jumeaux porteur d'autisme et l'autre non. Donc ils se sont vraiment demandé comment ça se faisait. D'où justement ces hypothèses de facteurs environnementaux qui pouvaient influencer ou qui pouvaient modifier l'expression de nos gènes. Donc l'autisme est caractérisé par une triade symptomatique, une triade clinique, qui est donc des anomalies des interactions sociales réciproques, des anomalies de la communication verbale et communication non verbale, et des troubles du comportement et intérêts restreints. Donc ces troubles doivent débuter avant l'âge de 3 ans et présenter un caractère envahissant, perturbant le fonctionnement. On note une nette prédominance masculine et il n'existe pas à ce jour de moyens objectifs pour justement faire le diagnostic si vous voulez, de certitude. Donc, il n'y a pas de test sanguin pour l'autisme, il n'y a pas d'imagerie, de radio, d'IRM ou autre examen complémentaire pour confirmer le diagnostic d'autisme. Donc, le diagnostic d'autisme reste un diagnostic clinique, purement clinique.
Il va reposer sur l'observation de certains comportements dont l'association est évocatrice. Donc, chaque signe pris seul n'est pas caractéristique de l'autisme. Donc là, il faut bien le retenir. Donc, c'est pas parce qu'on a un symptôme de la clinique ou de la triade autistique qu'on va dire que cet enfant est autiste. Donc, il faut un faisceau d'éléments, un faisceau de symptômes pour poser le diagnostic d'autisme. La triade, cette fameuse triade autistique, donc l'expression clinique est très variable. Il existe toutefois une forme typique, dont la phase d'état est généralement atteinte après l'âge de 3 ans, constituée par une triade autistique typique. Donc, pour les anomalies de la communication et de la réciprocité sociale, donc qu'est-ce que la réciprocité sociale? En fait, c'est un terme de psychologie sociale. Donc, il va désigner en fait les stratégies de communication que les personnes mettent en œuvre pour entretenir leurs échanges. La réciprocité sociale fait partie des compétences sociales et consiste à savoir repérer les indices verbaux et non verbaux qui enseignent sur les intentions de l'autre. Savoir interpréter correctement les indices et apporter une réponse appropriée et avoir une envie d'interagir et d'échanger avec cet autre individu. Donc en général, ce sont les parents qui remarquent en premier ce type d'anomalie. Donc les enfants autistes ne répondent pas à l'appel de leur prénom, ont tendance à s'isoler, évitent le regard, ils ont beaucoup de mal à interpréter ce que les autres pensent ou ressentent, car ils ne comprennent pas les signaux sociaux, justement ces fameux signaux sociaux. Ils ne décodent pas, si vous voulez, les signaux sociaux, comme l'intonation de la voix ou les mimiques. Ils ne savent pas comment jouer de façon interactive avec les enfants. Donc vous voyez que les interactions sociales sont altérées et que les enfants autistes sont dans l'incapacité en fait d'établir un contact relationnel, que ce soit avec leurs proches, leurs parents ou avec des étrangers. Donc il s'agit souvent de la description d'un bébé qui est trop sage, trop calme, avec absence de mouvement anticipatoire. Par exemple, dans les premiers mois, quand vous êtes devant un bébé donc, et que vous tendez, quand il vous voit déjà, donc il a tendance c'est-à-dire à lever ses mains ou ses bras pour être porté. Et ben, chez un enfant autiste, donc on ne va pas retrouver justement ce signe-là. Donc il existe dans la plupart du temps un trouble de l'attachement et une absence d'anxiété de séparation. L'enfant ne prête ni attention ni un intérêt aux personnes. Donc les conséquences se retrouver sont l'absence de sourire au 3e mois et l'absence d'angoisse de l'étranger au 8e mois, donc qu'on a vu tout à l'heure. L'enfant utilise l'adulte comme un objet, c'est-à-dire si il a besoin de quelque chose, s'il veut faire une demande ou il veut obtenir un objet, donc il peut, s'il n'arrive pas, s'il ne se sert pas, donc il va utiliser la main de l'autre, la main de sa mère, pour justement, comme une continuité de son propre corps, pour obtenir cet objet. Ça veut dire qu'il ne va pas pointer, donc il ne va pas pointer l'objet pour l'obtenir. Le regard de l'enfant qui fuit le contact de l'œil à œil est évocateur du diagnostic. Donc le contact visuel, donc dans le contact visuel chez un enfant autiste, il est soit absent, soit furtif. Furtif, ça veut dire qu'il va vous regarder quelques secondes et il va fuir du regard. Ou encore, on peut avoir un regard latéralisé. Donc il va éviter le regard direct avec la personne en face. Pour ce qui est des émotions ou de l'empathie cognitive, donc l'enfant autiste a des difficultés à décoder les émotions primaires et complexes de l'interlocuteur. Donc à partir soit de ses expressions faciales et de ses mimiques, ou alors à partir d'indices dans la tonalité de sa voix ou la posture corporelle. Par exemple, il peut sauter de joie face à sa maman, par exemple, ou sa mère ou son père, qui sont en colère.
s'il a fait une bêtise, s'il y a eu un trouble du comportement, que le parent ou la personne qui est avec lui se met en colère, eh ben, il aura des difficultés justement à décoder ses émotions, hein, dans la mimique de cette personne qui est en face, ou bien même dans la tonalité de sa voix ou de sa posture corporelle. Comme il peut par exemple rire, donc il peut rire aux éclats face à une situation qui ne s'y prête pas. Donc ça donne, si vous voulez, des situations inadaptées et inadéquates. Donc socialement parlé, ça va être quelque chose de très handicapant, surtout dans un groupe de pairs. Donc s'il est avec des enfants de son âge et qu'il a ces comportements, eh ben, il va très rapidement être stigmatisé et marginalisé. Deuxième volet de cette triade autistique, on a les troubles de la communication, donc à la fois verbal, c'est-à-dire le langage oral, et non verbal, c'est-à-dire tout ce qui est gestes, mimiques, attitudes corporelles. Donc les problèmes de langage sont constants. Donc on a des retards de langage ou une façon de parler étrange, où donc il n'y a pas d'utilisation du pronom je. Un grand nombre d'enfants autistes n'accèdent pas au langage, donc oral. Et chez beaucoup, le langage va rester au stade très concret, autour du besoin de la vie quotidienne, nourriture, famille et toilette. Donc le langage ne va pas évoluer. Ils sont également très gênés dans la communication non verbale. Peu de gestes sociaux, donc comme au revoir, dire au revoir, bravo, pas de gestes interactifs, pas ou peu d'imitation. Donc, on a dit qu'il y avait un retard d'apparition du langage, qui peut aller jusqu'à l'absence, en fait, de langage verbal. Alors, quand ce langage est présent, donc il va présenter certaines particularités, à savoir, donc le langage il peut être guindé ou monocorde ou bizarre, avec des pauses inhabituelles dans la phrase, une phrase qui est mécanique, robotisée, automatique ou modulée de manière inhabituelle, un peu comme si l'individu avait un accent d'une langue étrangère. La tonalité de la voix peut elle aussi être inhabituelle. Donc, et l'enfant ne va pas moduler en fait cette tonalité avec le sens propre de la phrase. Maintenant, donc, si ce langage est très peu développé, on va observer chez certains enfants avec autisme des vocalises, des cris, des écholalies et des stéréotypies verbales. C'est-à-dire, ce sont des répétitions de bouts de phrases sans intention d'en partager le sens. C'est-à-dire, ce n'est pas à but communicatif. Donc, les stéréotypies verbales ou les écholalies qui peuvent être immédiates ou différé. Immédiate, ça veut dire si vous lui posez, si vous lui parlez, donc il va reprendre soit toute votre phrase, soit un bout de votre phrase, le début, le milieu, la fin. Donc ça, c'est ce qu'on appelle l'écolalie immédiate, c'est-à-dire la phrase est dite et lui, il va la répéter. Pour ce qui est de l'écolalie différée, donc il va un peu parachuter durant l'entretien, durant la conversation, la discussion, il va parachuter des phrases apprises ou entendues à un autre moment qui n'ont aucun rapport, aucune relation avec la discussion actuelle. Donc vous voyez, il n'arrive pas vraiment à adapter ou à moduler son langage à la situation actuelle. Aussi, on avait dit tout à l'heure, donc il y avait une inversion pronominale. Ça veut dire quoi? Donc c'est une des anomalies les plus caractéristiques. En fait, la personne avec autisme ou atteinte d'autisme, il va remplacer le je par tu ou il. Donc la deuxième personne ou la troisième personne du singulier. Ou encore par son prénom. Par exemple, à la question tu veux un verre d'eau? Il va répondre non, tu ne veux pas un verre d'eau. Maintenant, quand le langage est plus élaboré, il peut exister là encore des anomalies dans le choix des mots qui peuvent être atypiques. Donc on peut observer un parler typé avec un langage qui peut être comme guindé ou inadapté à l'âge. Donc dans nos consultations, donc on voit souvent des enfants très jeunes, hein, donc des enfants où le langage s'est développé, donc qui parlent en l'arabe académique, le fosha,
en fait, pour communiquer dans leur vie de tous les jours, donc avec leurs parents, avec leurs amis, enfin, avec l'entourage. Et ça peut prêter aussi à stigmatisation, vous voyez. Donc, si vous avez un enfant qui va parler l'arabe littéraire dans la rue, dehors et tout, donc il va un peu être pointé du doigt, si vous voulez, marginalisé et stigmatisé dans ce sens. On peut également noter des anomalies dans la compréhension, dans la compréhension en fait, des phrases. Donc on note chez les patients des anomalies caractéristiques de la compréhension qui rendent en fait la communication plus difficile. Donc c'est l'accès à tout ce qui est sous-entendu, non littéral, et dans la conversation ordinaire, il est littéralement truffé. Je vous donne par exemple un exemple. Si vous dites par exemple, le ciel va nous tomber sur la tête. Donc pour vous, ça veut dire il va y avoir une catastrophe, donc il va y avoir quelque chose de négatif qui va arriver. Et bien pour l'enfant autiste, il va vraiment croire mot à mot, donc la phrase qui est dite. Réellement, il va croire que le ciel pourrait éventuellement nous tomber sur la tête. Donc il n'a pas accès au second degré, d'accord, ou au langage imagé et à l'implicite. Les phrases sont prises au pied de la lettre, hein. Et ça aussi, en fait, peut vraiment peut-être très invalidant quand on est dans un groupe de pairs ou quand on est dans une société qui ne va communiquer que par ce modèle. Troisième critère de la triade autistique, donc ce sont les intérêts restreints et les comportements stéréotypés. Alors, qu'est-ce que les stéréotypies? Donc, on les a vus tout à l'heure pour le verbal. Donc, les stéréotypies sont des mouvements répétitifs, donc du tronc, de la tête, du buste ou des membres supérieurs. Donc, soit un balancement du tronc ou de la tête, battement ou enroulement des mains, donc le fameux flapping, des frottements de genoux, de poignets, des mains. Donc parfois les stéréotypies peuvent occasionner des lésions graves lorsque le patient se mord ou se frappe. On parle alors d'automutilation. Donc les stéréotypies peuvent être un moyen de lutter contre une anxiété intérieure, ou alors exprimer un sentiment intense de frustration ou de colère, mais aussi elles peuvent témoigner d'une certaine satisfaction intense et interne, encore appelée, donc, ou un moyen de s'auto-stimuler si vous voulez. Les autostimulations peuvent également, donc elles peuvent être nombreuses, donc elles peuvent être visuelles, comme jouer avec une ficelle, une source lumineuse, des objets colorés, peuvent être auditives, donc comme poser les mains sur les oreilles pour écouter les variations des bruits ambiants, jouer avec un bâton, frotter, taper une surface et écouter. Elles peuvent être aussi tactiles, comme se palper, se frotter, se caresser, ou encore olfactives, sentir, renifler. Elles peuvent être également vestibulaires avec des balancements ou en tournant sur soi-même. Les intérêts restreints, donc c'est un ensemble restreint d'activités, peu élaboré, à caractère plutôt envahissant et sans but de socialisation. Donc, les intérêts peuvent être très variés d'un individu à l'autre, comme les drapeaux, les pylônes, les trains, les dynasties égyptiennes, les dinosaures, l'astronomie, alors telle ou telle musique classique ou contemporaine, mais pour un même individu, il ne change que très peu. Donc il faut les différencier des hobbies, d'accord, ou des hobbies, parce que cet intérêt ou cet intérêt spécifique, en fait, il va occuper tout le champ psychique de l'individu. Il va avoir plutôt un caractère envahissant et absence de partage du plaisir. Donc il n'aura pas cette tendance à le partager avec un autre individu ou le montrer à quelqu'un d'autre. Donc il va vraiment se l'accaparer et ça va être son intérêt unique. Voilà. On va voir maintenant donc, quelques planches comme ça pour parler des signes indicatifs des signes indicatifs d'autisme, selon les tranches d'âge, qui pourraient alerter soit l'environnement ou alerter les médecins de première ligne qui reçoivent l'enfant. Donc ça peut être le généraliste, le pédiatre. Alors de 0 à 6 mois, donc les 6 premiers mois, donc on a une absence ou rareté du sourire social,
On peut avoir une anomalie du regard, donc le regard il est fugace, il est latéral, évitant, vague. Il n'y a pas d'anticipation, donc ne tend pas les bras pour être porté. Il y a très peu de vocalisation et de gazouillis. Il y a des troubles du sommeil, donc on a vu soit des insomnies. Donc les plus typiques dans l'autisme, c'est les insomnies calmes, c'est-à-dire l'enfant il est réveillé, il est très calme, il regarde le plafond donc pendant des heures. Il pleure sans raison apparente, ou alors c'est un enfant trop calme ou trop sage, et des anomalies motrices. Le bébé il est trop mou ou au contraire trop raide. Donc, il n'est pas question d'avoir tout ce tableau, donc tous ces signes, mais avoir un ou deux signes donc, pourrait donc, nous alerter ou nous alarmer sur l'éventuelle présence d'un syndrome autistique ou d'un TSA. Donc entre 6 et 12 mois, pardon, donc entre 6 mois et une année. Donc il ne réagit pas à son prénom, donc lorsqu'on l'appelle ou lorsque il ne se retourne pas et où il ne vient pas. Il n'y a pas d'attention conjointe. Donc l'attention conjointe, c'est une attention qui est partagée. Elle permet d'attirer l'attention de la personne qui est en face sur un objet extérieur à l'aide d'échanges de regards et inversement de comprendre lorsque l'autre personne veut attirer notre attention sur quelque chose. D'accord? Donc cette attention conjointe se manifeste très tôt chez le nourrisson par l'accroche justement du regard, par les sourires en réponse et les expressions du visage en réponse à une interaction avec l'adulte. Plus tard, ce sera par les gazouillis, l'imitation et les manifestations motrices. Chez le petit enfant, donc cette attention conjointe, elle va se manifester par l'usage spontané de gestes instrumentaux, faire oui ou non de la tête, faire coucou, revoir avec la main, lever les bras pour réclamer le portage. Donc on continue dans les signes donc entre 6 et 12 mois. Donc on avait dit qu'il n'y avait pas de babillage, il n'y a pas d'imitation dans la communication gestuelle et une sensibilité excessive aux modifications de l'environnement. Donc c'est l'immuabilité, c'est-à-dire c'est des enfants qui aiment très peu les changements, donc ils sont plutôt routiniers. Et très peu ou pas de réaction à la séparation, à l'arrivée de ses parents. Donc il y a une certaine indifférence. Entre 12 et 24 mois, donc on a une absence d'imitation, préfère être seul, semble ignorer les autres, donc il y a un isolement autistique, mouvement inhabituel du corps, donc les stéréotypies, balancement, battement rapide des mains, il ne pointe pas du doigt, il n'y a pas de jeu de faire semblant, donc le jeu n'est pas imaginatif, n'est pas créatif, et il y a une absence ou un retard de langage. Et la manipulation étrange des objets, comme l'alignement ou le tournoiement des objets. À partir donc de 2 ans, donc on a une absence d'intérêt pour les autres enfants, alors que c'est l'âge de la sociabilité. À partir de 18 mois, donc c'est ce qu'on appelle l'âge de la sociabilité. L'enfant, normalement, il a tendance à aller vers les autres, à jouer avec les autres enfants, ne plus rester dans son coin. Et chez les enfants autistes, eh ben, on voit justement une absence d'intérêt pour les autres enfants. Le langage, quand il existe, il est sans intention de communiquer. C'est un monologue, c'est-à-dire il se parle à lui-même. Il y a une façon inhabituelle, voire des fois, et donc on l'a vu tout à l'heure, donc des façons inhabituelles de parler, soit donc une voix atone ou chantante. Il y a une inversion des pronoms, donc le tu à la place de je. Donc normalement, à partir de 24 mois jusqu'à 36 mois, donc jusqu'à 30 mois, donc on a apparition du pronom je. Et ben chez les enfants autistes, ce pronom je, donc il est remplacé soit par le tu, soit par il, la troisième personne du singulier. Il y a un attachement aux objets plutôt qu'aux personnes. Donc tout ce qui est sociable, en fait, ils vont l'éviter. Il y aura une fuite de tout ce qui est sociable. Donc toutes les personnes, on parle de sociabilité. Donc ils s'attachent volontiers aux objets, sans âme. Donc c'est des objets qui leur demandent rien finalement. Donc il n'y a pas de sollicitation. Donc ils vont plus s'attacher à des objets qu'à des personnes. L'utilisation de la main d'autrui pour attraper quelque chose, donc on a dit qu'il n'y avait pas de pointage, la demande se faisait à travers donc, le corps de l'autre ou la main de l'autre, comme une continuité de son propre corps. Et il y a une hyper ou une hyposensibilité à la douleur, à l'eau, au contact et au sang. L'hyper ou l'hyposensibilité, donc c'est ce qui actuellement
en fait, les nouveautés de l'autisme, donc ils ont introduit cette notion d'hyper ou d'hyposensorialité. Donc ils ont découvert que, enfin ils n'ont pas découvert, donc c'est les personnes autistes Asperger devenues adultes qui ont finalement, qui ont un peu percé ce mystère d'hyper ou d'hyposensorialité, en fait en donnant une explication eh ben, il s'agirait. Donc on nous dit que les enfants, que les autistes ont leur sens on va dire, qui fonctionne en fait différemment des nôtres. Donc il y a une hypersensorialité ou une hyposensorialité. Donc les sens, ça va être l'ouïe, l'odorat, le goût, l'olfaction. Donc tout ça va soit être très marqué, donc ils ont les sens très marqués, ou alors au contraire hypomarqués. C'est pour ça que chez certains enfants autistes, on voit qu'ils se tapent, ils se mordent, ils se griffent, mais on ne voit pas de réaction, c'est-à-dire ils ne pleurent pas, la douleur. Donc dans ce cas-là, donc on dit que ces enfants sont hyposensoriels, c'est-à-dire ils ont le seuil de douleur qui est bas, plutôt qui est élevé. D'accord. Donc ils ne ressentent la douleur qu'à un certain niveau d'intensité, vous voyez. Et d'autres, non. D'autres, une simple caresse, un simple contact de peau peut être vécu comme traumatisant, comme une douleur. C'est pour ça que chez certains autistes, donc ils refusent tout contact, même avec leurs propres parents, et c'est très frustrant pour les mamans et les papas. Donc dans les enfants, on refuse le contact. Vous imaginez une maman qui ne peut pas enlacer, qui ne peut pas embrasser son enfant, justement parce que c'est très douloureux pour cet enfant. Et cette hypersensorialité, on peut la retrouver chez la même personne, d'accord? Donc les signes d'alerte absolue à connaître, hein, donc tous les généralistes doivent connaître, tous les pédiatres doivent connaître, le personnel de première ligne, enfin les sages-femmes, ceux qui font les vaccins, tous doivent connaître ces signes d'alerte, parce qu'à partir de ces signes, donc une orientation vers une consultation spécialisée en pédopsychiatrie pourrait éventuellement se faire, et qu'une prise en charge très précoce peut améliorer grandement le tableau clinique. D'accord. Alors les signes d'alerte absolue, c'est lesquels? Donc on a absence de babillage, de pointage du doigt ou autres gestes sociaux à 12 mois. Absence de mots à 18 mois. Absence d'association de mots, donc les mots phrases qui ne répètent pas, donc c'est pas des écolalies à 24 mois. Donc on parle pas d'écolalie, mais des mots spontanés, hein, donc une initiation du langage, donc association de mots à 24 mois. Une perte de langage ou de compétences sociales, donc quel que soit l'âge. Donc il y a des enfants qui nous sont amenés en consultation, donc dont les parents nous disent voilà, donc il avait un développement psychomoteur dans les normes. Donc le langage était acquis, la propreté était en cours, il jouait, il communiquait, il regardait, et hop, à 18 mois, ou souvent c'est entre 18 et 24 mois, il s'arrête. Il s'arrête et c'est même pas il s'arrête, il perd toutes les acquisitions acquises. D'accord. Donc ça, c'est un point et c'est un critère très très important. Donc perte de langage ou de compétences sociales, quel que soit l'âge. Plus un enfant est dépisté tôt, plus on peut agir rapidement et efficacement. Donc, pour faire le diagnostic positif d'autisme, donc on a dit que le diagnostic reposait tout d'abord sur une observation clinique et sur une évaluation de la qualité de la communication et de la socialisation, hein, de l'existence de stéréotypies ou des intérêts restreints, et la mise en perspective avec un niveau développemental. Cependant, les outils d'évaluation permettent de confirmer le diagnostic. Donc on a certains outils d'évaluation dans les cas les plus typiques et apporter un éclairage dans les situations où le diagnostic semble moins évident. Donc il y a des situations où c'est vraiment ambigu, donc on a du mal à trancher entre autisme et pas autisme. Donc, et pour cela, donc, on peut s'aider de certains outils d'évaluation, donc certaines échelles. Donc lesquelles? Donc les échelles les plus couramment utilisées, donc on a l'ADI, qui est un questionnaire sous forme d'entretien, donc structuré avec les parents, qui porte sur les modalités relationnelles et comportementales dans l'enfance. Donc il doit se faire avec les personnes qui élèvent l'enfant, donc essentiellement les parents, mais sinon les personnes qui prennent en charge l'enfant. Et il est fait par un pédopsychiatre.
On a également une deuxième échelle qui est la dose, qui est un entretien semi-structuré qui se passe avec le patient et qui consiste à lui faire réaliser un certain nombre de tâches. Construction, description, narration, jeu, faire semblant, et à observer la qualité des réponses et les interactions sociales réciproques. Nous avons également donc le PEP 3, le psychoéducation, donc le PEP 3, et la CARS. Donc ce sont des entrevues semi-structurées adaptées aux tout petits. Donc ils vont évaluer les différents domaines qui peuvent être atteints, d'accord ? On a également l'échelle de la Weiland, qui est une échelle d'évaluation du comportement socio-adaptatif et un questionnaire administré aux parents qui évalue le développement de l'enfant sur ses aptitudes, sur ses compétences qui peuvent être atteintes dans les TSA, mais elle n'est pas spécifique de l'autisme par contre. Pour le volet prise en charge, donc la prise en charge des patients présentant donc des TSA doit être idéalement la plus précoce possible, adaptée aux difficultés et aux spécificités de chaque patient. Elle va être multidisciplinaire et coordonnée, et intensive et continue. Donc il n'existe pas une prise en charge unique de l'autisme, mais des modalités différentes qui peuvent être valables pour certains enfants et pas pour d'autres. Donc concernent certaines difficultés et pas d'autres. Donc il faut personnaliser la prise en charge. Les principales approches pratiquées donc, en Algérie, donc on a la méthode ABA, la méthode TEACH et les thérapies institutionnelles. Donc pour le traitement, donc il a pour but de réduire la symptomatologie comportementale, à savoir l'isolement, l'automutilation, etc. Mais aussi donc, apporter donc, de nouveaux apprentissages. Donc pour les axes psychothérapeutiques, donc on a une rééducation, on va proposer une rééducation orthophonique et psychomotricienne. Donc le travail de la communication en groupe ou en individuel. Un suivi psychologique pour la famille avec guidance éducative, une psychothérapie individuelle ou de groupe pour stimuler l'éveil, les échanges sociaux et relationnels, et les psychothérapies éducatives, donc on a la BA et le TEACH qui sont des modèles comportementalistes. Pour l'axe chimiothérapeutique, donc, on a très peu recours. Donc, il faut savoir qu'il n'y a pas de traitement curatif de l'autisme. Hein. Donc, tous les traitements qui sont donnés, c'est des traitements à visée symptomatique. D'accord ? Ils sont essentiellement donnés lors des troubles du comportement, des stéréotypies qui sont vraiment invalidants, qui va un peu freiner les apprentissages ou alors la sociabilité. Donc, on va donner essentiellement des neuroleptiques et le seul qui a l'AMM dans les troubles du comportement de l'autisme, donc ça va être la risperidone. Pour l'axe sociothérapeutique, donc on va demander une prise en charge à 100% et l'intégration dans des établissements psychopédagogiques ou scolaires quand cela est possible. Donc il y a certains enfants autistes qui accèdent à la scolarité dans des établissements ordinaires, on va dire, soit seul, soit avec une AVS, une auxiliaire de vie scolaire qui va accompagner l'enfant justement dans sa classe. On peut aussi intégrer certains enfants qui n'arrivent pas à suivre ce cursus ordinaire ou normal, donc on va les intégrer dans des classes spéciales où ils pourront suivre un programme adapté à leur rythme et à leurs compétences, d'accord ? Quand ceci n'est pas possible, donc quand l'intégration dans une classe normale avec AVS ou dans la classe spéciale n'est pas possible, ou les compétences de l'enfant ne le permettent pas, ou quand il y a les troubles du comportement qui sont trop présents et invalidants, donc on va proposer une intégration dans des centres psychoéducatifs, dans des CPP, Voilà pour ce qui était de la question de l'autisme. Donc on pourrait s'attarder longuement sur cette question qui vraiment dans les dernières années, donc on a remarqué que la prévalence avait beaucoup augmenté. On le voit en consultation, donc c'est une demande au quotidien de consultation pour suspicion de troubles autistiques.
Mais bon, le temps ne nous le permet pas. Mais je pense que déjà, pour un début, c'est déjà pas mal. Donc, vous êtes des futurs généralistes, futurs pédiatres, je ne sais pas. Donc, il est important de ne pas passer à côté d'un diagnostic, en fait, d'une suspicion hein, de diagnostic d'autisme, afin justement de favoriser un diagnostic précoce et une prise en charge surtout précoce, afin de prévenir en fait les surhandicaps. Voilà, et la greffe de comorbidité. Pour finir ce cours, donc on va aborder les troubles du comportement de l'adolescent. En fait, on ne va pas les aborder en détail, donc ça mériterait un cours entier donc, pour aborder ça, déjà pour aborder l'adolescence normale et les troubles du comportement de l'adolescent. Mais bon, on va essayer un peu de survoler tout ça. Donc l'adolescence normale est définie en premier lieu, donc par des critères endocriniens bien sûr, donc l'apparition de la puberté et de ses caractères sexuels secondaires. Donc 10-11 ans, donc autour de 10-11 ans chez les filles et 12-13 ans chez les garçons. Mais aussi, donc l'adolescence est définie par une période de changement cognitif et affectif dans la vie des enfants. Donc elle va comprendre un processus comportemental et social d'autonomisation, c'est-à-dire cet adolescent, cette entrée à l'adolescence, l'adolescent voudra, si vous voulez, s'autonomiser, donc ne plus dépendre de ses parents. Et aussi donc un processus psychique d'intégration des changements corporels et des pulsions sexuelles. Donc il va y avoir un processus d'acceptation justement de tous ces changements corporels, de toutes ces pulsions sexuelles. Au début, ça va être un peu mélangé, ça va être un peu chamboulé dans la tête de cet adolescent donc, qui rentre en adolescence. Donc il faut du temps pour justement comprendre ce qui se passe et accepter ce qui se passe. Parce que c'est pas évident d'accepter tous ces changements qui soient corporels ou d'ordre sexuel. Il y a un processus aussi psychique et social d'individuation. Hein, donc c'est la mise à distance des parents. Donc les parents, il voudra se distancier d'eux, il voudra être indépendant d'eux, parce que les parents, ça lui rappelle l'enfance. Et ben lui, il est si vous voulez, en processus de devenir adulte, d'accord? Donc il va essayer de mettre de la distance sur tout ce qui peut lui rappeler justement cette enfance. Une intégration dans un groupe, donc il va chercher à être intégré dans un groupe, et un intérêt grandissant donc pour ses pairs, il va plus investir ses copains et ses copines que ses parents, alors que dans les périodes ou les stades antérieurs avant cette adolescence, donc les parents avaient une grande place hein, dans la vie de cet adolescent. Et ben cette place va diminuer, elle va diminuer. Et les parents vont être remplacés justement par les pères ou les adolescents de son âge. Il voudra aussi, donc il y a un processus aussi d'identification à des personnes autres que ses parents. Donc à l'enfance, donc le modèle, hein, le modèle qu'a l'enfant et le modèle, c'était ses parents, hein, d'accord. Donc il voulait à tout prix le ressembler. C'était quelque chose d'extraordinaire les parents. Maintenant à l'adolescence, eh ben c'est plus pareil. Maintenant il voudra s'identifier à toute personne qui serait différente finalement qui lui rappellerait pas ses parents. Ça peut être un adulte, un autre adulte, ça peut être des enfants de son âge. Et c'est comme ça qu'il aura l'impression finalement de devenir adulte et de se construire une personnalité qui est dépendante, qui ne sera pas influencée justement par ses liens parentaux. Donc, alors certains comportements apparaissent à l'adolescence. Ils sont nécessaires à l'autonomisation psychique et sociale. Donc, ils ne sont pas pathologiques en soi, mais peuvent parfois présenter un danger. Donc, ils correspondent à la classique crise d'adolescente, qui peut être bruyante pour certains et calme pour d'autres. Hein. Donc, c'est le temps de la rébellion, des conduites à risque, de la somatisation, dépression, l'ascétisme. Donc, les conduites problématiques à l'adolescence s'inscrivent donc pour la plupart dans le processus de développement normal et se résument en fait à des passages à l'acte dans un continuum entre normal et pathologique. Et elles n'ont finalement de valeur pathologique que si elles sont répétées et graves. Ainsi, certaines conduites problématiques et passages à l'acte grave et répétés vont rentrer dans le cadre des troubles du comportement et être symptômes de troubles dits externalisés. Donc ce sont les TOP,
les TC, les troubles des conduites et les TDAH qu'on va voir par la suite. Ou alors une dépression externalisée, donc fréquente à l'adolescence. Les troubles du comportement de l'adolescent, donc le DSM-5, il propose deux catégories distinctes. Donc une première, donc, qui sont les troubles neurodéveloppementaux, qui comprend les troubles d'attention et d'hyperactivité, et une seconde catégorie qui sont les troubles de l'impulsion et des conduites, qui comprend le trouble oppositionnel avec provocation, ou le TOP, le trouble des conduites, le TC, trouble explosif intermittent, la personnalité antisociale, la pyromanie et la kleptomanie. Donc, nous aborderons uniquement trois troubles. Donc, le trouble déficit de l'attention avec ou sans hyperactivité, le TDAH, le trouble opposition-provocation, le TOP, et le trouble des conduites. Donc, le premier qui est le trouble hyperkinétique ou le TADA, sa prévalence est de 3 à 7%, donc en moyenne de 5% des enfants et adolescents d'âge scolaire. Donc avec une prédominance masculine, donc 2 à 4 garçons pour une fille. Le trouble débute parfois à l'âge de la marche, mais doit être diagnostiqué plus tard car l'agitation psychomotrice est très fréquente à cet âge. Donc elle est physiologique. Le trouble peut être diagnostiqué tardivement selon son environnement, selon les autres troubles comorbides qui motivent la demande et selon ses propres capacités de compensation. Donc les filles sont plus sujettes à la forme clinique sans hyperactivité, avec une inattention prédominante. On retrouve souvent des comorbidités chez à peu près 80% des patients atteints de TDAH. Donc à type de troubles des apprentissages dans 50 à 80% des cas, des troubles anxieux dans 33% des cas, des troubles thymiques avec épisodes dépressifs, une dysrégulation émotionnelle, des troubles oppositionnels avec provocation, donc les TOP, 50% des formes mixtes de TADA, ou des troubles des conduites, 25% des formes mixtes. On peut aussi retrouver comme comorbidité des tics, syndrome de Gilles de la Tourette, des addictions chez les adolescents et les adultes TDAH et des TOC. Quels sont les facteurs de risque? Donc la naissance prématurée avec un petit poids de naissance multiplie le risque par 2 voire 3. Les fumeurs pendant la grossesse, consommation d'alcool pendant la grossesse et une trajectoire de vie difficile pendant la petite enfance. Donc soit des abus, des négligences éducatives et affectives, de la maltraitance, placement au foyer, etc. etc. Le deuxième trouble, c'est le trouble des conduites, TC. Donc sa prévalence est de 1 à 10% avec une nette prédominance masculine, donc 3 à 4 garçons pour une fille. Le trouble apparaît pendant l'enfance, possible dès l'entrée en maternelle, il se révèle progressivement entre la moyenne enfance, mais surtout au milieu de l'adolescence, avant l'âge de 16 ans. Les enfants débutent un trouble des conduites très souvent en présentant des symptômes d'un TOP, d'un trouble oppositionnel avec provocation. Les comorbidités possibles sont les TDAH, le TOP, qui sont souvent retrouvés comme comorbidité et sont prédictives d'un mauvais pronostic. Mais on peut également retrouver comme comorbidité un trouble des apprentissages, donc de la lecture par exemple, un trouble anxieux, un trouble de l'humeur, donc bipolaire, un épisode dépressif, un abus ou une dépendance à des substances. Donc lorsque le trouble des conduites est associé à un épisode dépressif, il est appelé trouble mixte des conduites et des émotions. Pour les facteurs de risque, donc, ce sont des enfants au tempérament difficile, peu contrôlables, peu dociles, distractibles, pas persévérants, donc ils sont impatients. Donc, et avec des capacités intellectuelles verbales plus faibles que la moyenne, une famille rejetante, négligente, aux règles éducatives trop changeantes et inconsistantes, ou alors à l'inverse trop rigides et sévères, donc, et parents isolés. On peut aussi retrouver une histoire de vie marquée par des placements répétitifs dans des institutions, des parents ayant des difficultés dans leur relation avec leur père, donc des antécédents de personnalité antisociale, addiction, criminalité chez les parents déjà, et des facteurs environnementaux, donc on a un rejet des autres, c'est surtout le rejet de l'environnement et l'isolement, on va dire, social. Quant au troisième trouble, donc le trouble oppositionnel avec provocation, le TOP, sa prévalence est de 1 à 11% chez les adolescents, avec là encore une nette prédominance masculine. Le trouble apparaît en général pendant l'enfance,
au moment de l'entrée à l'école. Les adolescents présentant ce trouble ont comorbidité, donc un TDAH ou un abus de substances toxiques. Le TOC précède l'apparition du trouble des conduites pour ceux qui vont le développer. Alors, parmi les facteurs de risque, on peut retrouver une histoire de vie marquée par la succession de figures parentales et de ruptures. On peut retrouver aussi une famille où il est constaté de la négligence ou des règles éducatives inconsistantes et ambivalentes, ou au contraire trop rigoureuses et rigides. On peut aussi trouver des tempéraments très réactifs, intolérants à la frustration. Donc chez un adolescent opposant et provocateur, on va retrouver des émotions colériques, une irritabilité de l'humeur, donc perte de contrôle de soi, avec des accès de colère, une certaine susceptibilité, il est facilement contrarié. On va aussi retrouver un caractère vindicatif, donc des rapports hostiles avec les autres et une envie de vengeance, souvent fâché, rancunier, méchant, vindicatif envers les autres. Une opposition avec défiance systématique de l'autorité. Donc il discute souvent l'autorité de l'adulte, s'oppose souvent et volontairement aux consignes, fait exactement l'opposé pour contrarier la demande de l'autre et accuse les autres au lieu de se responsabiliser. Je reviens juste sur les troubles de conduite, donc pour dire un mot sur la clinique des adolescents. Donc, il y a les adolescents qui vont présenter des troubles des limites. Donc, on retrouve une agression des gens et des animaux. Donc, il fait souffrir psychologiquement ou physiquement. Il intimide, il malmène, il menace, il brutalise ou tyrannise, fait du chantage, blesse, violente, se bagarre, agresse. Il peut déjà participer à des passages à tabac, il a déjà utilisé une arme sur une autre personne, il a pu être cruel physiquement sur une personne ou sur des animaux. D'accord? Ou alors il a pu forcer une personne à avoir une relation sexuelle avec lui, ou il a pu voler à la tire ou commettre des vols à main armée ou braquer des gens. D'accord? Il va avoir tendance aussi à détruire des biens des autres. Donc il a déjà mis le feu par exemple, ou détruit, cassé, déchiré des affaires d'autres personnes. Il va provoquer sciemment des dégâts matériels. Okay? Donc aussi, ils ont un certain manque de remords, de culpabilité et d'empathie. Donc, il a une mauvaise reconnaissance des émotions chez les autres, comme la colère et la tristesse. Il présente une certaine froideur. Donc, il a tendance à tout ramener à soi et présente des traits de personnalité narcissique. Donc, pour faire le diagnostic d'un trouble du comportement, donc le diagnostic qui se fait sur des critères cliniques. Donc, les tests psychométriques et la passation d'échelle ne sont que des apports complémentaires, mais ne font pas le diagnostic. D'accord? Donc, l'élément de durée des troubles prolongés au-delà de 6 mois est aussi déterminant. Il ne s'agit pas de problèmes adaptatifs qui sont plus brefs. Donc la prise en charge va être globale, multimodale, donc elle va concerner le patient et sa famille. Donc on pourra proposer donc des psychothérapies moyennant plus ou moins les médicaments. Donc un aménagement aussi scolaire et socio-éducatif. Alors, de nombreux programmes de prévention d'apparition des troubles du comportement externalisé sont utilisés et validés à l'international. Donc, ils vont reposer sur la prévention des facteurs de risque pendant la grossesse et après. Par exemple, en France, donc le médecin généraliste et les PMI permettent une veille sanitaire via le dépistage de grossesse à risque ou de familles en difficulté. C'est ainsi que s'achève notre cours sur les troubles psychiatriques, les troubles spécifiques de l'enfant et de l'adolescent. Donc, on n'a pas pu aborder tous les troubles en détail, tous les troubles déjà et en détail. Donc, on a un peu survolé les troubles pour avoir une idée générale et le plus important, donc, c'est savoir dépister, savoir diagnostiquer. Peut-être pas, mais au moins savoir dépister pour mieux orienter afin qu'une prise en charge adaptée soit mise en place le plus précocement possible.